À cette époque-là, il se fait une chose. La chose suivante, c'est que donc j'ai été fonctionnaire des Nations Unies et ensuite on me demande de faire des missions. Mais il y a un accident au niveau des Nations Unies elles-mêmes. Les États-Unis se retirent des Nations Unies. Et donc, je ne sais pas ce que ça représente, c'est 30 à 35% du budget qui disparaît du jour au lendemain. Et donc là, il faut revoir entièrement toutes les perspectives. Et il se fait qu'à ce moment-là, je suis un jour, c'est à Bordeaux, je suis à un colloque d'intelligence artificielle, parce que j'ai eu la possibilité de me rendre là. Et j'ai aucune connaissance dans ce domaine. J'en ai un peu en informatique, donc à ce moment-là, aucune dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais je pose des questions. La salle, voilà, comme ça m'arrive souvent. Et je suis abordé dans un couloir par un monsieur qui se présente, qui s'appelle monsieur Lingard, et qui me dit la chose suivante. Il me dit, écoutez, je voudrais que vous joigniez à une équipe que je suis en train de créer pour British Telecom à Ipswich, en Angleterre, une équipe qui s'appelle le projet Connex, et qui est un projet d'intelligence artificielle. Donc là, on est en 1987. Voilà. C'est pas les tout débuts de l'intelligence artificielle, mais enfin, c'est vraiment le tout début. Et que quand je lui dis, oui, je suis pas un spécialiste du domaine, en fait, j'ai même jamais travaillé, il me dit, mais nous non plus, il y a pas de gens qui sortent avec un diplôme d'intelligence artificielle de l'université, mais je crée une équipe. Et ce fut finalement une bonne équipe, même si, je dirais, il y a peu de choses qui en soient sorties. Il y a mon projet, le projet que je ferai pour eux, qui s'appelle ANELA, Associative Network with Emergent Learning and Logic Abilities. C'est donc réseau associatif aux capacités émergentes d'apprentissage et de logique. Voilà. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un de mes collègues qui, voyant mon projet, a dit il faut lui donner quand même un beau nom, etc. Et il a trouvé ça qui était en fait une excellente description. Parce que c'est vraiment ça. C'était l'époque où on reparlait de nouveau, après ce qu'on appelait l'hiver de l'intelligence artificielle, quand Papert et Minsky ont essayé de prouver que tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle maintenant le connexionnisme, les réseaux neuronaux, que tout ça ne pouvait pas marcher. En fait, il y a des gens qui ont continué à faire le travail, en particulier Rumelhart. Et là, moi, je travaillais sur une chose un peu alternative. C'était pas un réseau neuronal, mais c'était quand même une structure de type réseau et de type réseau neuronal, mais pas avec la fonctionnalité actuelle des réseaux neuronaux. Parce que j'utilisais des mots. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'utilisais pour représenter les mots tels qu'ils ont été emmagasinés en mémoire, la technique qu'avait inventée Guilbeault pour représenter les systèmes de parenté. Donc il y avait continuité. Par rapport à ça. Et donc j'ai fait ça. Et c'est une chose. Donc j'avais mis au centre comme moteur de ce logiciel d'intelligence artificielle quelque chose qui était inspiré de la psychanalyse. Et ça, c'était tout à fait neuf, au point que c'est encore neuf et qu'il y a un livre qui vient de paraître en disant voilà ce que Jorion avait fait à l'époque et c'est comme ça qu'il faudrait maintenant travailler. Au point qu'on me fait revenir dans des projets d'intelligence artificielle et je suis tout à fait passionné et que je fais partie d'un projet qui essaye de trouver du financement au niveau européen en cet instant même. Mais bon, donc Lingard m'a fait entrer dans ce truc des British Telecom et là je mets au point un modèle de système intelligent qui de manière entièrement différente de ce que faisaient tous les mathématiciens, les informaticiens, est inspiré par la psychanalyse. Et c'est d'ailleurs
dans la revue L'Âne, où j'étais chroniqueur pour l'anthropologie dans les années, je dirais, 81, peut-être à 87. Qu'un jour, au comité de rédaction, où il y a des gens qui sont connus, il y avait Judith Miller, la fille de Lacan, il y avait Slavoj Zizek, qui est bien connu comme philosophe maintenant, un certain nombre d'autres personnes. Je dis, on est en 86, tiens, je vais écrire un article qui s'appellera « Ce que l'intelligence artificielle devra à Freud ». Et j'ai eu le bonheur l'autre jour que l'équipe italienne avec qui je travaille, maintenant de nouveau sur l'intelligence artificielle, me disent c'est incroyable, on croirait que ce texte écrit en 86 a été écrit aujourd'hui. Bon, ça me fait très plaisir. Ce qu'il y a eu malheureusement, c'est les 34 ans où ça n'intéressait absolument personne, mais la récompense, elle est là, c'est qu'au bout d'un moment, les progrès de l'intelligence artificielle font qu'il y a un manque de quelque chose, et c'est justement un modèle comme celui que j'ai fait à cette époque-là qui permet de combler le vide. Et j'utilise d'une certaine manière le travail sur la mentalité primitive, sur la pensée antisémitique. Je l'utilise dans ce livre-là qui s'appelle Principe des systèmes intelligents. Il existe maintenant, on peut le trouver avec une nouvelle couverture parce qu'il a été retiré. Mais voilà, c'est la couverture d'époque, et donc c'est dans ces maçons. Donc en fait, ces maçons, vous le savez, c'est sans doute que des bouquins de physique et des bouquins de mathématiques. Ça a disparu, c'était absorbé par Duno. C'est l'avantage aussi qu'on voit une photo de moi à l'époque où j'ai écrit ce livre. Et donc c'est donc la période entre les Nations Unies et l'intelligence artificielle. Ce livre en France, il paraît donc dans cette collection qui s'appelle Sciences cognitives, et ça n'aura aucun impact à l'époque, donc il faut un certain temps pour que ça se passe. Et ce qui se passe, pourquoi ça se termine, ça, c'est pas qu'on ne soit pas intéressé dans ce que je fais là, c'est qu'on nous révèle un secret. On nous avait dit, et le projet paraissait à notre équipe, et qui était financé donc par British Telecom, qui était en fait une équipe interne. Les bureaux étaient à l'intérieur des grands bâtiments de British Telecom à Martlesham Heath, qui est à quelques kilomètres de Ipswich. On nous avait dit que c'était un projet pour qu'il y ait un interlocuteur au téléphone qui soit un robot qui réponde et qu'il y ait des conversations et qui puisse deviner les intentions des utilisateurs. Ça paraissait tout à fait logique. En fait, on nous apprend donc, on nous fait venir pour un colloque improvisé en tout début de 90, ce qui avait aucun sens, parce que vous le savez bien, on ne fait pas des colloques improvisés, ça doit être une longue préparation. Maintenant, on nous fait venir, et puis quand on est là, on a chacun préparé en vitesse un petit papier, et on a dit, bon, c'est pas pour ça qu'on vous a réunis, on vous a réunis pour vous dire qu'il n'y a plus d'argent. Bon. Et là, on vend la mèche. On nous dit, vous avez jamais travaillé pour British Telecom, vous travaillez pour la RAF, pour la RAF que tous les Français connaissent, pour l'aviation britannique. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, on parle souvent d'un arrêt de l'intelligence artificielle et on dit oui, c'est parce qu'on ne savait pas encore trop comment utiliser les réseaux neuronaux. Mais la réalité, ça a été un manque de financement. Et ce manque de financement, il est très facile à expliquer, aussi bien du côté de la DARPA aux États-Unis que chez les Anglais, et sans doute en France aussi. C'est la fin de la guerre froide. On est au début 90. La guerre froide s'est terminée il y a quelques mois avec la chute du mur de Berlin. Et que font les États? Ils ont raison. Et ils baissent aussitôt les budgets militaires. Et les budgets, en partie, qu'est-ce qui en souffre tout particulièrement? L'intelligence artificielle, qui fait partie de la nouvelle génération d'outils militaires. Et donc voilà. Et on nous dit quelques-uns d'entre vous qui on donnera accès au secret militaire pourront venir travailler dans une caserne. Et nous refusons ça. Pourquoi ils ne nous l'avaient pas dit? Pour une raison évidente, c'est que de la même manière qu'on n'aime pas rappeler aux anthropologues qu'ils ont surtout travaillé à une époque dans des instituts de sciences coloniales, les gens de l'intelligence artificielle n'ont pas envie de travailler, pour la plupart, travailler pour l'armée, et donc si nous l'avait dit, on serait allé faire autre chose. Et là, il se fait la chose suivante, et ça c'est le passage, on appelle ça des anecdotes, où on dit c'est des hasards, mais enfin bon, voilà comment ça se passe. Laura Adler, à l'époque, tout le monde connaît, à l'époque une émission qui s'appelle Nuit magnétique, c'est dans les soirées,
Et je crois qu'elle me téléphone. Elle trouve mon numéro de téléphone. On est donc en 88. On est en 88. Et elle me dit, voilà, j'ai adoré votre livre sur la pêche à Watt, j'ai adoré votre livre sur la transmission des savoirs. Est-ce que vous pouvez me faire une série de nuits magnétiques sur la pêche? Et je dis, madame, oui, c'est des choses qui m'ont beaucoup passionné, mais pour le moment, je suis jusqu'au cou dans tout à fait autre chose. Là, je ne crois pas que j'aurai le temps, la possibilité de le faire. Elle dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je dis, je fais de l'intelligence artificielle. Ah, elle dit, c'est formidable. Faites l'émission sur l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai l'occasion, je ne sais pas si des gens se souviennent encore de format de cette émission, mais c'était formidable. On demande à des gens qui n'avaient jamais fait de radio, on leur donnait carte blanche, et c'est-à-dire on faisait d'eux le producteur de l'émission. Il y avait l'aide, bien sûr, de son mari Weinstein, qui répondait à vos questions quand on disait même comment est-ce qu'on fait ça. C'est vous qui décidiez de la musique, etc. Et ça faisait une série de 5 émissions qui passaient assez tard le soir. Je crois que c'était entre 10h et 11h30 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, bon. Ça, c'était une expérience formidable. J'ai fait ça sur l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faisait avec ces émissions, c'était que l'été suivant, il le passait en journée, les émissions qui avaient été faites durant l'année et qui étaient passées en soirée, à une époque où tout le monde ne pouvait pas les entendre. Et là, il y a un banquier français, monsieur Jean-François Casanova, qui travaille à la Banque de l'Union européenne. La Banque de l'Union européenne, on ne la connaît plus maintenant, mais c'est parce qu'elle a trop bien réussi, parce qu'elle a absorbé entièrement le groupe CIC, et on parle du groupe CIC, et les bâtiments, rue Gaillon, coin de l'avenue de l'Opéra, qui était l'hôtel particulier splendide, qui était la Banque de l'Union européenne, est maintenant le siège du CIC. Et Monsieur Casanova écrit à France Culture, il dit, il faut absolument que je parle à cette personne-là. Et se passe la même chose qui s'était passé quand j'avais parlé avec Lingard, qui m'avait dit on a besoin de gens comme vous, des gens qui savent programmer et avec des idées un petit peu originales pour venir faire maintenant de l'intelligence artificielle. Et là, Casanova, dans sa lettre, écrit la même chose. On a besoin maintenant en finance de gens avec des idées, des bons mathématiciens et avec des idées originales, parce que il se passe, et il me l'expliquera dans plusieurs déjeuners que nous avons, qui m'invitent à faire chez Drouan, puisque Drouan c'est juste au coin de la rue et que tout le monde connaît Drouan essentiellement pour le prix Goncourt. Et dans plusieurs repas chez Drouan, il me convainc que la banque, la finance, a besoin maintenant de gens du type de moi-même. Pourquoi? Parce que les cadres dans les banques, ça a été au départ des gens qui avaient des formations de comptables, des experts comptables, et puis des économistes. Et maintenant, on avait besoin de gens plus pointus que ça, parce que la théorie financière devenait plus complexe. Ce qui n'a pas été sans difficulté aussi par la suite, comme on leur apprendra en 2008, mais on avait besoin de gens comme moi, et en particulier, la première chose qu'il m'a demandé, et donc j'étais libre, donc accepter son offre très volontiers. On a commencé, j'ai fait partie de, je ne sais pas du tout combien de gens travaillaient là-dessus à l'époque, mais peut-être, je dirais, quand on me demande un chiffre à vue de nez, peut-être 200 personnes qui travaillaient à faire ce qu'on appelle maintenant, le high frequency trading, c'est-à-dire le trading à haute vitesse, automatiser le trading. Alors, quand on dit de moi, bon, ça a été dit en 2008, quand on a parlé de ma prédiction sur la crise des subprimes, on dit il a été trader. J'étais trader, mais j'étais trader chercheur. C'est-à-dire, en fait, je produisais la première génération de systèmes qui donnaient des ordres directement à la machine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on utilisait à ce moment-là? On parlait beaucoup de fractal, donc on s'intéressait beaucoup au fractal, qui était un bon outil inventé par Mandelbrot, qui était un bon outil pour travailler là-dessus. Et moi, j'ai utilisé, et ça marchait très très bien, le modèle proie prédateur de Lotka et Volterra. C'est-à-dire, j'ai considéré que les vendeurs étaient des prédateurs et que les acheteurs étaient des proies, et ça marchait très bien. Donc, j'entre dans la finance, mais pas du tout en tant qu'anthropologue, en tant que spécialiste d'intelligence artificielle. Voilà, c'est pour ça qu'on me fait entrer. Alors, il restera toujours sur
mon CV le fait que j'étais anthropologue de formation, mais ça démarre de cette manière-là. Et chaque fois que j'aurai un entretien d'embauche, on me dira ah alors vous allez nous étudier comme une tribu exotique, etc. Et je dis je crois pas, non, il y a des choses plus urgentes. Mais le fait est que bon, j'arrive quand même dans ce milieu financier avec un excellent bagage, d'avoir travaillé longuement déjà sur la question de la formation des prix et d'avoir exploré tous les modèles qui existent et d'en avoir trouvé un qui marche mieux sur un certain nombre de choses et dont je vais après qu'il y ait d'application aussi très bien en finance que entre les traders qui, voilà, à l'époque où c'est pas des machines qui le font, c'est toujours ce rapport de force qui décide du prix qui va se faire. C'est toujours le respect, c'est toujours l'admiration respective. Et tout ce que j'ai pu observer à la pêche, je le vois là dans ce domaine de la finance, soit de l'observer directement, soit dans des bouquins qui sont écrits par d'autres. Il y a par exemple un passage qui m'intéresse très très fort dans des interviews des plus grands traders où à un moment donné, où un trader fait une opération, une transaction dont il sait délibérément que ça va, c'est pas qu'il va y perdre de l'argent, mais il pourrait gagner énormément d'argent, il ne le fait pas. Et là, il est cuisiné par l'intervieweur qui dit mais pourquoi vous l'avez fait? Et il n'arrive pas lui très clairement à se représenter pourquoi il l'a fait. Et c'est à force de questions qu'on voit. À un moment donné, l'intervieweur lui dit mais finalement ce marché sur des options il était très neuf, n'est-ce pas? L'autre dit oui c'était ça datait de quelques mois et la personne en face de vous avait fait une erreur. Il dit elle avait fait une erreur considérable, une erreur de virgule. Si on faisait cette transaction, je gagnais énormément d'argent. Et quand on dit énormément d'argent, vous savez en finance, c'est des dizaines de millions, des centaines de millions. Et lui allait les perdre. Et donc dit à ce moment-là l'intervieweur, donc c'était pour protéger le marché que vous l'avez fait. Et se protéger le marché, c'est exactement, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, c'est exactement ce que j'avais vu moi dans les carnets de pêche du vieux pêcheur le UED, c'est-à-dire que la plupart du temps, et ça c'était apparu dans ses carnets de pêche, il m'avait dit aussi, lui, il avait appris la loi de l'offre et de la demande à l'école. Je lui ai dit, ça se fait comment le prix? Ah bah la loi et la demande. Et puis j'avais vu dans ses carnets, il était mis taxation. Et puis je lui ai demandé, et 2 jours sur 3 c'était taxation. Il dit, ah, taxation, oui, ça c'est un vieux mot français, etc. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on se mettait d'accord sur le prix. On se mettait d'accord sur le prix. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passait? Le conserveur pour la sardine affichait devant, aujourd'hui je prends tel prix la sardine. Les pêcheurs se rassemblaient, disaient, on va pas en mer pour ce prix-là. Le pêcheur disait, bon, allez, une délégation, le conserveur, une délégation rentre et on discute. Et ils discutent, et alors, il me raconte, l'UED, il a fait partie de ça. Le conserveur dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, à ce prix-là, monsieur le conserveur, à ce prix-là, on ne peut pas faire bouffer notre famille. Bon. Alors, quel prix vous voulez? Dit le conserveur. Il dit, les pêcheurs disent un prix. Alors le conserveur dit, à ce prix-là, moi je peux pas faire bouffer ma famille à moi, je ferme l'usine. Bon, alors ils se mettaient d'accord comme ça, et c'était 2 jours sur 3 qu'il y avait en fait des accords de ce type. Alors voilà, donc j'avais cette formation où j'avais bien travaillé sur le prix, j'avais des connaissances de mathématiques plus larges que ce qu'avaient d'habitude justement les économistes et des comptables. Et donc, je faisais partie des gens qu'on pouvait, Casanova avait raison de faire venir des gens comme ça. Quand lui a dû quitter ce boulot, j'ai été recruté très, très rapidement parce qu'on appelle aujourd'hui un hedge fund à Houston, au Texas. Et voilà. Et j'étais dans la finance. J'étais dans la finance à partir de là. J'ai retravaillé après à Paris, à Amsterdam, à Londres, dans la City. Et puis, l'anthropologie m'a rattrapé. Elle m'a rattrapé de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai reçu une distinction pour le logiciel que j'avais mis au point avec une jeune mathématicienne, Hélène Lally, pour l'analyse des généalogies. J'ai reçu une distinction de l'Université de Californie à Irvine pour ça. Ça s'appelle Regents Fellowship, c'est-à-dire on est invité pour 6 mois et on fait ce qu'on veut à ce moment-là. Évidemment, il faut qu'on parle avec les collègues, il faut qu'on donne quelques séminaires. Si on veut donner quelques leçons aux étudiants, c'est très volontiers aussi, etc. Et donc, je suis aux États-Unis à ce moment-là et
reconnu à nouveau comme anthropologue. Il se fait que mon employeur, quand il voit que je me dit d'abord, oui, c'est formidable qu'on vous reconnaisse comme anthropologue, mais 2 semaines avant mon départ, il me vire en réalité, il me licencie. Et donc, je suis là aux États-Unis. Et il y a un de mes fils, Armel, celui qui est devenu paludier, qui me rend visite à ce moment-là. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, tu bouges surtout pas d'ici, tu restes en Californie. Voilà, on est dans un jardin, il y a des colibris dans les arbres qui sont là à récolter le nectar. C'était la Californie. Là, on est en 97. C'est pas du tout la Californie telle qu'elle est maintenant, où la brûlée entièrement, où il y a plus d'eau du tout. C'était une Californie qui était encore idyllique et c'est une époque où je trouve effectivement, avec le curriculum vitae que j'ai déjà en finance, d'avoir travaillé pour un hedge fund, d'avoir travaillé sur des trucs automatisés, d'avoir travaillé dans la City à Londres, on m'embauche très facilement et je fais une carrière de 12 ans dans la finance aux États-Unis. Et là, je reste d'une certaine manière, si on veut, anthropologue. J'étudie pas mes collègues comme une tribu sur laquelle je vais faire une monographie. Mais je garde la curiosité qui est la curiosité d'un sociologue et d'un anthropologue. C'est-à-dire quand apparaît quelque chose qui est une anomalie sur le plan financier, qui est les titres subprime, parmi mes collègues, il y en a aucun qui va regarder dans les recensements qui sont exactement les populations qui prennent des prêts subprimes. Il y en a aucun qui va voir dans le registre des faillites personnelles où se situent ces gens par rapport à ça. Il y a aucune dimension ni sociologique, ni anthropologique, ni autre dans cette et j'ai bien compris que tout ça va se décider sur des rapports de force. Alors, je travaille essentiellement à cette époque-là à la banque, d'abord chez IndyMac à Pasadena, c'est-à-dire donc à Los Angeles, où ce sont pas des prêts subprimes, ce sont des prêts qui sont un petit peu apparentés, mais c'est pas ça. Et ensuite, je suis recruté chez Wells Fargo, la banque à la diligence que tout le monde connaît, ne serait-ce que d'avoir vu Lucky Luke ou d'avoir vu les films du Far West avec les diligences. Les diligences, c'est Wells Fargo. Pourquoi? Parce que deux banquiers aventuriers de New York, messieurs Wells et Fargo, disent à leurs collègues, il faut absolument qu'on crée une succursale en Californie, ce qui est très 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 loin, à l'époque où il n'y a pas encore de chemin de fer, parce qu'on trouve de l'or. Bon. Et leurs collègues ne veulent pas bouger. Je crois que ça c'est Bank of America, si je me souviens. Et ils partent eux-mêmes et ils créent cette ligne de diligence pour la poudre d'or, ce qui fait que raison pour laquelle les bandits les attaquent parce qu'il y a de la poudre d'or dans les coffres. Voilà, c'est pas simplement pour faire la cour aux demoiselles qui sont aussi par hasard dans les diligences pour se déplacer. Et donc, voilà, là, chez Wells Fargo, je travaille dans le secteur prime, c'est-à-dire il y a deux secteurs en fait, subprime et prime. Prime, ça veut dire de bonne qualité. Subprime, c'est sous la bonne qualité. Et comment est-ce que ça se détermine? C'est à partir d'une échelle. C'est une échelle mathématique qui a été créée par messieurs Fair et Isaac. Fair et Isaac. Ils ont créé une compagnie ils ont créé un indice qui s'appelle FICO, où on mesure la fiabilité des intervenants sur les marchés financiers, même au niveau des ménages. Voilà, même au niveau des ménages. On regarde si les gens, ils obtiennent leur info, ce sera interdit à la même époque en France, de regarder si les gens payent leur gaz ou l'électricité, s'ils ont emprunté pour ceci ou cela et s'ils ont bien remboursé. Mais on crée une échelle. Et dans cette échelle, on établit, là ce sont des mathématiciens qui regardent à quel moment sur cette échelle on bascule du bon payeur au mauvais payeur et on établit un niveau, si bon souvenir c'est 620 sur une échelle qui fait 800, voilà, à partir de 300. On voit le point de basculement où on passe d'un bon payeur à un mauvais payeur et le mauvais payeur on l'appelle subprime. Et donc là, je fais partie des gens qui regardent un peu ce qui se passe en coulisses par curiosité. Et au moment où on me licencie de Wells Fargo pour insubordination, simplement pour une raison que tout le monde comprend, on me demande de relancer un projet qui est la technique qui a fait que ce qu'on appelle les savings and loans, c'est-à-dire les caisses d'épargne, ont fait faillite les années précédentes. Et on m'a dit, on va relancer ça. Et je dis non. Pourquoi? Parce que ça a été la misère pour des tas de gens. Je dis non, on va pas faire ça. On me met à la porte. Et à ce moment-là, je me dis, bon, maintenant,
Je sais qu'il y a une crise qui va apparaître dans les subprimes. Maintenant, je redeviens anthropologue. Je cherche de l'emploi dans une firme qui fait du subprime parce que je veux voir ce qui va se passer. Bon, et peut-être, j'aurais même la possibilité, peut-être, d'empêcher que ça se passe. Et là, je suis d'abord dans la plus grosse firme qui fait des subprimes, qui s'appelle Countrywide, qui est dans le nord de Los Angeles. Je suis d'abord pris dans des postes qui sont des postes véritablement d'informaticien, mais j'arrive à ce que en 2007, je sois first vice president dans le département de la gestion du risque. C'est-à-dire que si on veut imaginer une cour de contrôle de ce qui va se passer avec les subprimes, je suis sur le siège où il faut être et ça me permet, bien sûr, avec des collègues avec qui je discute bien sûr au jour le jour, de prévoir la crise des subprimes qui fait ma réputation au point que quand on publie mon livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées », il est mis Paul Jorion, dont on connaît le nom aujourd'hui en raison de sa prévision des subprimes.